Salut à tous! Soyez le bienvenu à ce nouvel épisode du podcast Porter la parole. Ici, on parle de langue, littérature, langage et tout ce qui est lié à cet univers. Je me nomme Laïs. Et moi, je m'appelle Victoria et nous sommes vos guides dans le parcours d'aujourd'hui. Alors, la petite fille aux grosses boucles noires imagine des dialogues avec des amis imaginaires. Elle s'invente des histoires qui consolent, des histoires qui remplissent la bouche du réel. Elle est une reine prisonnière d'une langue étrangère. Elle envoie des messages secrets dans sa langue maternelle à un courageux chevalier qui doit venir la délivrer de ces mots barbares. Elle est une sorcière qui a inventé une potion magique. Il suffit de la boire pour parler sur les champs une langue étrangère à la perfection. Ce que nous venons d'écouter, c'est un petit morceau du livre Objet d'attention d'aujourd'hui, intitulé Marx et la Popée, premier roman de l'écrivaine franco-iranienne Mariam Majdi et gagnant le prix Goncourt de premier roman en 2017. Alors, qu'est-ce que Mariam raconte? Max et la poupée est un livre assez intéressant qu'on pourrait classer comme semi-autobiographique. Maria nous raconte quelques épisodes qui se passent à partir des années 1980. Le roman est divisé en 3 parties. La première naissance, la deuxième naissance et la troisième. Le livre raconte l'histoire d'une petite famille, la mère, le père et la fille, laquelle reflète la propre Maria. Tous les trois sont nés au Iran, mais quelques ans après la révolution iranienne, les parents décident de s'enfuir du pays et s'établir en France. Juste pour faire un ajout, en 1979, la révolution iranienne a transformé l'Iran en une république islamique, dirigée par les ayatollahs, les plus hauts chefs musulmans. C'est donc dans ce contexte de beaucoup de répression et violence que les parents de Mariam, partisans du Parti communiste, se sont enfuis en France quand Mariam avait juste 6 ans. Oui, c'est ça. Et alors, avec cette intrigue, on peut imaginer que la langue a un rôle central dans le roman. Arrivée en France, sans parler un mot de français, Maria passe por différents moments dans sa relation avec les langues. Chaque jour, elle, la longue personne, reculait devant la puissance d'une rivale, une autre langue. Celle-ci était la langue officielle de ce nouveau pays. Donc, Mariam se trouve entre deux langues. La langue de ses origines, de son identité jusqu'à présent, celle qui reflète le pays où elle est née, son enfance, sa famille, y est comprise seulement par ses parents. Ses amis, ses oncles, sa grand-mère, tous sont en Iran. Oui, et la seconde langue, c'est la nouvelle langue avec laquelle elle n'avait aucun lien sentimental, mais juste le sentiment d'obligation. Mais tout le monde autour d'elle parle cette langue. Donc, pour entrer dans ce nouveau monde, elle a besoin de parler le français. C'est pour se faire des amis, pour comprendre les insultes de ses collègues et les répondre, pour regarder la télévision et tout cela. C'est-à-dire que la langue persane est menacée par cette nouvelle réalité. Petit à petit, elle a été prise au piège. Ce nouveau monde qui s'y présentait à Mariam n'ouvre pas de place à son identité iranienne. Et sans sa langue, Mariam ne peut pas connaître le monde, ni les personnes autour d'elle. C'est une bonne remarque. La langue est comme une porte d'entrée pour établir les relations sociales. C'est à travers elle que nous pouvons interagir avec l'autre, parler, être compris et comprendre, échanger des expériences, des désaccords. Sans doute,
La langue est l'un des facteurs qui nous permettent d'exercer la socialité dont nous avons tout besoin. Et comme facteur social d'expression de l'être, la langue devient aussi en fait identitaire. Ça fait réfléchir. J'ai lu un article récemment qui s'appelle Langue, discours et identité culturelle, écrit par Patrick Charodeux. Le plus intéressant est que l'écrivain défend que la langue est comme le ciment dans lequel une communauté se constitue. C'est dans la langue que le pensée, les cosmovisions, la manière d'être dans le monde sont enfin révélées. C'est très intéressant. Je n'avais pas pensé à cela. La langue est la base sur laquelle les relations se constituent et s'engagent. Ainsi, c'est tout les personnes. La petite fille comprend qu'ici, il ne sert rien de lui parler. Personne ne lui répondra. Alors, il se passa quelque chose d'étrange. Elle avala sa langue. Elle ferma les yeux et elle engloutit sa langue maternelle qui glissa au fond de son ventre, bien à l'abri au fond d'elle, comme dans les coins les plus reculés d'une grotte. Marianne sait qu'en France, tout le monde parle une autre langue, le français, et que maintenant le persan n'est plus la langue de la rue, de l'école, des amis. Le persan est maintenant la langue de l'étranger. Est-ce que les perceptions que Marie a eues par rapport à la langue pourraient être liées aussi à le cahier scolaire? Ouais, c'est une excellente remarque. Elle raconte qu'à l'école, elle a été placée dans une classe spéciale, avec plusieurs guillemets. C'était une classe d'initiation pour non-francophones, ou tout simplement cling. Toutes les étrangères étaient mises là pour qu'ils puissent apprendre le français, jusqu'au moment où ils sont prêts pour participer intégralement aux classes ordinaires. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Si on pense, par exemple, qu'au Brésil, on n'a pas ce type d'initiative dans l'enseignement public, on a l'impression que tout le monde parle la même langue et que tous ont la même origine. Alors, pourquoi les plusieurs guillemets? Parce que la façon dont la classe a été structurée n'est pas accueillante. Une belle contradiction, n'est-ce pas? Marianne raconte que le seul moment où la culture des élèves était mentionnée était dans le premier jour. Bonjour, je m'appelle Tatata, je viens de Tatatata. Du reste, c'était la langue et la culture française qui comptaient. Je comprends, je comprends. Une fois, j'ai écouté d'une professeure, et ça fait beaucoup de sens, qu'on ne peut pas regarder les élèves comme des tableaux blancs. Exactement. Pensons au cas d'un élève migrant ou réfugié. Imaginons le parcours de sa vie. Et quand il arrive à l'école, ses expériences, ses vécus, rien n'a d'importance. On peut considérer aussi le traumatisme de l'enfant migrant. On n'a pas l'habitude de penser à ces aspects qui constituent notre identité, mais quelqu'un qui a eu l'opportunité de voyager a sûrement eu cette impression. L'image que nous avons de nous-mêmes change selon le lieu. Mais l'identité change toujours, n'est-ce pas? Étrangère ou pas, ici ou là-bas. D'après Bollman, par exemple, le champ de bataille est le foyer naturel de l'identité. L'identité est un sujet très complexe, mais ce que je veux dire est que nous constituons l'idée de qui nous sommes basés, plus ou moins sur certains repères sociaux. Alors, pensez-vous que pour les migrants, ce changement d'identité est encore plus intense? Dans certains cas, ouais, je crois. Vous avez dit que Maria n'aimait pas la classe spéciale. C'est parce que cette classe est aussi une sorte de stigmatisation.
Elle est étrangère, elle ne parle pas français. Ça fait du sens. En fait, c'est de ça qui parle à la 12e naissance. Marianne renie le persan. Non, non et non. Il est faux. Tu dois apprendre le persan. Je ne te demande qu'un petit heure, c'est pas grand-chose. Va chercher ton cahier et ton livre. Dépêche-toi, fais plaisir à ton père. Je veux pas, je suis en France, je parle le français. Ça sert à rien de parler persan. C'est notre langue, tu comprends? C'est tes racines. Je suis pas un arbre. J'ai pas de racines. C'est votre langue, plus la mienne. Alors, le persan est la langue des parents, de ces passés douloureux. Et le français, la langue que Marianne doit maîtriser si elle veut réussir. C'est qui provoque des conflits avec les parents. Elle devient la copiste de la famille. C'est son taf rédiger les lettres pour les agences gouvernementales suppliant de l'aide. Mais il y a aussi le conflit de la socialisation. Elle ne veut pas présenter ses parents à ses amis. Elle a honte de leur accent, de leur difficulté de parler le français. Aussi dans ces occasions, elle doit corriger leurs fautes, être à nouveau l'intermédiaire. Un rôle d'adulte, n'est-ce pas? On imagine que c'est une situation ténébreuse pour un enfant. Tous les moments, on voit la petite et après adulte, Maria entre. Ici et là, l'école et la famille, le passé et le présent, toujours brisés, s'équilibrant sur une corde raide. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est que Marianne joue avec ses rôles. Si quand enfant, Marianne voudrait être comme les autres, françaises. Quand elle grandit, elle apprend à jouer avec l'image exotique que les gens ont des femmes personnes. Mais en fait, ce n'était pas simple de se contenter de cette image exotique. Une image fausse et qui masque tous les traumatismes d'enfance, l'exil, la séparation de sa famille, la pauvreté. En utilisant ces masques, elle essayait encore de rencontrer un type de prestige dans les normes de la société française. Bien dit, en fait, la dissimulation de Marianne ne pouvait pas se prolonger pendant longtemps. Vous êtes qui? Tu ne me reconnais pas? Je suis ta langue maternelle. Je t'ai entendu tout ce temps. J'ai essayé de m'immiscer discrètement dans ta vie, mais sans faire les choses. J'étais tellement heureuse lorsque tu as décidé d'étudier la littérature. J'ai pleuré à dire vrai parce que je savais que tu venais de trouver les filles qui te guideraient vers moi. Nous allions faire la paix. On est très heureuse que Marianne ait embrassé cette double identité. Bien, pour aujourd'hui, c'est ça les gens. Grand merci. On espère que vous avez aimé connaître Marx et la poupée et nos discussions sur les rapports entre langue et identité. Si vous voulez y ajouter des idées, n'oubliez pas, portez la parole. Grand merci, à la